Évidemment réfléchir, parce qu'effectivement l'exposition est très ludique, mais comment y arriver? J'aurais envie de poser une première question à nos conférenciers. Pour que ce soit possible, il faut, j'imagine, chaque fois mettre l'ouvrage intelligent, ouvert, et puis des mandataires qui ont envie, ou est-ce que ça dépend plus de l'un que de l'autre? Julien, quand vous avez fait vos projets, comment ça a démarré? Alors je dirais que... Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Je dirais qu'effectivement c'est une somme d'acteurs qui doivent être pour le moment concernés, et qu'effectivement c'est bien sûr pas que l'architecte, bien sûr pas que le maître d'ouvrage, mais même la question des ouvriers, ceux qui mettent en œuvre et aussi sont aussi des maillons extrêmement importants du dispositif. Après c'est peut-être aussi que pour l'instant la filière n'existe pas encore, donc c'est un peu le parcours du combattant pour réemployer les matériaux et arriver à dépasser la question réglementaire, la question de l'approvisionnement. Mais ça n'empêche que nous, peut-être les rencontres les plus fortes dans toute cette recherche, ça a été avec un bureau de contrôle qui, souvent, enfin en tout cas en France, c'est des gens qui on a le sentiment qu'ils empêchent de tourner en rond et qu'ils empêchent de faire les choses, alors qu'au contraire, lui, il nous a accompagnés, il nous a soutenus et il a permis que tout simplement le bon sens soit là et qu'on puisse construire simplement. Donc effectivement, c'est tous les acteurs, à mon avis. Est-ce que Olivier de Perrault a un avis différent, ou c'est que par une plateforme internet comme tu viens de créer, que le miracle va se faire? Non, je dirais que dans cette situation, la réflexion de dire ouvrons une porte qui n'existe pas et on verra après comment elle va être utilisée. C'est plutôt cette position-là que j'ai, disons, par rapport à cette plateforme, c'est-à-dire au moins donnons la possibilité, faisons cette brèche, et si elle n'est pas là, les choses sont très difficiles, elles sont encore plus difficiles. Donc c'est plutôt un pari d'une certaine manière, mais disons un peu calculé quand même, mais je crois que c'était bien, et c'est bien d'ouvrir cette brèche, et voilà. Faciliter. Je pense qu'on va plutôt faciliter quelque chose. Après, si ça suit, on verra bien. Alexander? Ouais. Non, juste pour ajouter, je pense qu'il y a aussi vraiment une question de valeur de la matière. Comme je montrais, on l'a un peu donné en travers de l'envie de refaire un projet ensuite, donc la valeur devient un peu idéale. Presque, mais il y a aussi une valeur, je ne sais pas, vous connaissez peut-être tous le projet que Roto a fait à Bruxelles, qui est un peu un projet comme vous le mentionnez, mais où ils mettent aussi vraiment un aspect commercial dedans. Donc ils revendent vraiment aussi, je pense, assez lucratif parfois, des matières qu'ils mettent sur le site internet. Est-ce que vous pensez que la formation qu'on fait actuellement dans nos écoles favorise ce type de développement en fait, de la profession, ou est-ce que les écoles sont en retard? Non, je ne voudrais pas porter de jugement sur les écoles, mais en tout cas, nous, ce qui nous frappe, c'est qu'effectivement, c'est une question de génération et qu'on reçoit quantité de demandes et de sollicitations de la jeune génération qui comprend ça parfaitement et pour qui c'est du bon sens. Donc ça, effectivement, ça donne de l'énergie, de voir la quantité de mémoire et de travaux de recherche d'étudiants qui s'engagent dans ces questions-là et qui se disent, mais oui, bien sûr, ça nous permet aussi de faire une architecture différente. Je pense que ça, c'est important et c'est ce qu'on a cherché à montrer dans l'exposition, c'est qu'effectivement, il y a une architecture qui peut sortir de ça et qui est vraiment un lieu où s'exprimer, où être créatif et les étudiants comprennent ça parfaitement. Donc pour moi, c'est vraiment des questions de génération et ça doit nous donner du courage, nous qui sommes déjà un peu de notre côté. Est-ce que dans le public, quelqu'un veut poser des questions? Ouais, Grégory? À la fin, vous avez parlé de l'économie circulaire. Vous pouvez expliquer en deux mots ce que c'est? Alors, l'économie circulaire, c'est plusieurs R, mais on les a déjà vus. Je ne vais pas parler du premier parce qu'en général on l'oublie, mais là vous l'avez vu, c'est réutiliser, réemployer, recycler.
Mais en fait, on oublie toujours qu'il y a un premier R au départ, c'est ce que je vous ai dit, c'est réduire. C'est-à-dire que si on ne réduit pas, on n'arrive pas à circulariser. Donc une économie circulaire, c'est une économie qui est pas absolument fermée, mais qui cherche en fait à l'être. Alors en fonction du matériau qu'on va prendre en considération, les choses sont plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles, excusez-moi. Si on prend la ville de Genève, je pense ne pas me tromper avec la loi Ecocide, qui doit dater d'une dizaine d'années, je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais je sais qu'à l'époque, on avait imposé pour les constructions publiques un minimum de béton recyclé. Et là, pour reprendre la question précédente, moi, il y a des fonctions différentes dans une société. On pourrait imaginer que les autorités publiques, elles prennent le souci du plus long terme et qu'elles essaient de voir les évolutions à 20, 30, 40 ans, comme j'ai un peu essayé de le faire dans mes schémas. Et puis, du coup, après, eh bien, les règles sont là pour permettre aux acteurs de s'organiser, et puis chacun a une fonction différente. Donc cette loi était intéressante, je ne sais pas où elle en est, si elle a évolué, mais là on est, disons, sur quelque chose de plus facile. Donc encore une fois, une économie circulaire, le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure est clair, c'est une économie qui va essayer d'utiliser le moins possible de ressources non renouvelables, et puis pour ces ressources-là, les faire tourner un maximum. C'est pas simple, hein. Le recyclage, ça donne pas toujours, ça ne permet pas toujours le même usage que la matière qu'on recycle. Ce qui se recycle absolument, c'est le verre vert, mais déjà pas le verre blanc, et là, le verre vert c'est indéfini, c'est pratiquement le cas pour rien d'autre. Donc effectivement c'est un défi, c'est très difficile, et ça demande aussi que l'on pense dès l'amont en matière d'éco-conception des objets, de telle sorte qu'ils soient le plus facilement réutilisables, réemployables et in fine recyclables. Donc c'est vraiment un projet de société à construire de longue haleine, c'est pas simple, c'est un idéal dont on peut s'approcher le plus possible. Mais tant qu'on décline cet idéal comme la Fondation Ellen MacArthur à la sortie de chaque entreprise, ça n'a pas de sens. Là, tous les gains de productivité que vous faites, on sait, ça s'appelle l'effet rebond, hein, vous baissez le coût d'accès au marché, et du coup vous vendez plus, et les flux en globalité croissent. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit conçu à l'échelle globale, au moins d'une société, et au fait, au bout du compte, de la biosphère elle-même, ce qui n'est pas simple. Oui, encore une question là. Excusez-moi, vous évoquez la légalité des lois. Est-ce que justement, c'est pas une entrave actuellement à l'utilisation de ces matériaux? Et comment est-ce que ça évolue? Est-ce que le pouvoir législatif prenne en compte cette évolution de la construction, de pouvoir réutiliser les matériaux en termes d'assurance, etc. Alors effectivement, c'est l'un des nœuds du problème. Alors je connais pas la Suisse suffisamment pour savoir quelles sont vos réglementations ici, mais sachez qu'en France c'est extrêmement réglementé, extrêmement normé. Moi je dirais qu'il y a des avancées. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure du bureau de contrôle, et il y a une avancée notamment dans la future loi, la future stratégie nationale pour l'architecture. Il y a un amendement qui a été déposé dans cette future loi qui cherche à instituer ce qu'on appelle le permis de faire. Donc c'est tout simplement pour dire comment on peut accompagner l'expérimentation, et dans cet amendement-là, il y a le terme de réemploi des matériaux de construction qui est littéralement inscrit. Donc ça montre bien que les politiques, d'une certaine façon, ont compris la nécessité de l'expérimentation pour faire évoluer les lois, et nous on s'appuie là-dessus sur tout le travail de Patrick Bouchin, et notamment ce qu'il raconte sur la jurisprudence, et qu'en architecture, l'expérimentation devrait pouvoir faire jurisprudence pour que d'autres opérations puissent se faire. Et on a le sentiment que là, on est au début d'une filière, d'une façon de faire, qu'il faut retrouver une forme de bon sens, effectivement, qu'on a toujours fait, mais que c'est le début des expérimentations, et on a le sentiment que c'est peut-être la meilleure façon ensuite de montrer que c'est possible, de montrer que les risques sont partagés. Et les entretiens qu'on a fait avec des assureurs nous disent aussi que les choses sont envisageables à partir du moment où on met tout le monde autour de la table, et puis que les risques sont calculés et mesurés. Voilà. Mais sachant que la sinistralité aujourd'hui dans les bâtiments, elle a plutôt augmenté, alors qu'on continue d'être extrêmement bien assuré. Donc là, il faut arriver à découpler la sinistralité de cette façon d'assurer les bâtiments sans savoir réellement de quoi ils sont faits ou comment ils sont faits. Oui, madame.
parlait encore de matériaux de chantier. Je me réjouis qu'il y ait des conférences comme ça. Je suis pas très à l'aise avec les micros. Donc, je m'appelle Anouchka Carrara, ça fait 10 ans que je travaille sur les chantiers en Suisse, donc je vais parler de la Suisse à ce sujet-là. Donc, dans la gestion des tri de déchets pour le réemploi, recyclage également. Il y a déjà des initiatives qui ont été, je ne sais pas si vous avez parlé de ça au tout début, qui ont déjà été mises en place en Suisse pour la réutilisation de matériaux à grande échelle ou à petite échelle, et c'est jamais très évident. Je voulais rajouter quelque chose par rapport aux matériaux qu'on peut récupérer. En Suisse, il y a la loi qui vient de changer, la loi sur les déchets qui vient de changer au 1er janvier 2016. Et avant de pouvoir réemployer des matériaux, il faut d'abord voir s'ils sont pollués ou pas. Il y a aussi beaucoup de matériaux d'anciens bâtiments qui sont pollués, que ce soit l'amiante, les PCB, les plombs et autres. Donc il y a d'abord toute une série de diagnostics à faire. C'est pas si simple, c'est joli tout ce que vous avez présenté là, hein, mais c'est pas si simple. Par contre, c'est bien que les architectes ou futurs architectes soient sensibilisés à ça, mais il y a beaucoup de pas à faire avant, et notamment dans savoir quels sont ces matériaux, s'ils sont effectivement réutilisables, donc non pollués. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut les exporter ou autre. Enfin, il y a beaucoup de lois avant ça. Et pour avoir travaillé en essayant de mettre des matériaux d'un bâtiment à un autre, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si M. de Perrault, vous avez déjà des expériences ou en Suisse à nous présenter par rapport à ça, qui ont réussi ou pas. Parce qu'il y a déjà des bourses matériaux qui existent, comme VitalNet ou VitalClick, que vous connaissez certainement. Je pense que SIPAL a déjà aussi des expériences à ce sujet. Moi, j'ai travaillé chez Bird, dans le forum d'achat et tout ça, en l'occurrence. Donc voilà, il y a beaucoup de démarches à faire, mais il faut beaucoup de bonne volonté pour que ça fonctionne, et c'est pas facile. Mais je vous encourage vraiment à y penser. Mais voilà. Pour répondre. Vous voulez répondre, Olivier? Tu veux répondre? VitalClick, donc c'est des personnes effectivement avec qui j'ai eu beaucoup de discussions à Berne. Effectivement, ils m'ont mis en garde sur ce côté-là de la question, quelque chose d'important. Et ils ont eux-mêmes, ils ont énormément de travail à faire à chaque fois qu'ils récupèrent quelque chose pour le mettre à conformité, disons, pour pouvoir le revendre. Ça, c'est peut-être dans la réutilisation, en tout cas, que ça se pose. Et je pense que il y a tout cet aspect justement du réemploi, comme l'a défini Julien tout à l'heure, c'est-à-dire un changement de fonction. Alors bon, on est d'accord, vous venez d'expliquer avec l'amiante, de toute façon se pose le problème, on est d'accord. Mais par contre, je pense que on parle des normes, etc., mais il y a beaucoup d'utilisations possibles, par exemple pour les aménagements intérieurs, pour le paysagisme, pour les aménagements extérieurs. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui pourraient se faire très simplement, sans avoir à être conforme par rapport à des normes, parce que je veux dire, en aménagement, si on prend des vieilles pierres, combien de pierres naturelles sont concassées pour le béton de recyclage, alors que dans des aménagements extérieurs, on pourrait les réintégrer. On a eu des discussions aussi, j'ai eu des discussions à Lausanne sur les écoquartiers, les aménagements extérieurs. Pourquoi ne pas envisager là, récupérer les pierres qu'on trouve un peu partout? C'est une petite chose, on est d'accord, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de domaines où on peut aller, on n'est pas confronté à ces problèmes de normes et de... Je parle de pratique. Sur les minéraux, c'est effectivement un gisier, un endroit, une matière qu'il faut se concentrer. Tout ce qui est bois et autres, c'est difficilement récupérable, bêtement, parce que ça devient des matériaux soumis à contrôle. Donc ça devient des déchets dangereux, une fois qu'ils sortent d'un chantier. Mais bêtement, une palette, elle est traitée, on ne peut pas forcément la mettre dans son jardin, et puis la réutiliser comme ça. On ne peut pas la mettre dans son salon non plus, enfin, c'est pas forcément toujours souhaitable, parce qu'elles sont polluées. Donc les minéraux, ça je pense c'est quelque chose qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus. Récupérer des portes, là c'était une opportunité, voilà, qu'a créé cette chose. Mais dans la réalité, c'est pas la même chose. Est-ce que cette question ne pose pas un problème des matériaux d'aujourd'hui? Parce que là actuellement ce qu'on récupère c'est des matériaux anciens qui sont probablement assez facilement dissociables. On sait que la chaîne de production des nouveaux matériaux, on veut faire des produits assemblés où tout est collé ensemble, et puis probablement
On sait qu'en tout cas, si on ne fait pas du réemploi et qu'on veut en faire des déchets, c'est hyper compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des fournisseurs de matériaux et quelle est leur prise de conscience? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais répondre sur la question du bois, et notamment, nous, il y a un exemple qui nous a frappé, qu'on montre dans l'exposition, qui est ce bâtiment qui a été fait avec des traverses de chemin de fer. Donc vous savez, les traverses de chemin de fer, c'est l'archétype du bois pollué. Il y a du chrome, de l'arsenic, enfin, c'est un cocktail incroyable. Et les architectes ont... c'était autour d'une ancienne gare, donc il y avait vraiment du sens à travailler avec ces traverses. Et ils ont fait des études en laboratoire pour justement dépasser les craintes, et ils ont réussi à les réemployer pour faire la façade du bâtiment. Donc ce n'était pas en contact avec l'air intérieur, donc il n'y avait pas de souci. En tout cas, ils ont fait le travail vraiment scientifique de se dire ok, on analyse, on étudie et on arrive à démontrer que c'est possible. Donc moi, c'est une façon aussi de dire que bien sûr il y a des matériaux qui sont qui sont irrécupérables, et le scandale de l'amiante, c'en est un. Mais nous, cette attention vis-à-vis des matériaux de construction, c'est aussi une attention prospective. C'est se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en œuvre, qu'est-ce qu'on utilise, et c'est vraiment se dire, qu'est-ce qu'on va faire comme déchets, est-ce qu'on est en train de préparer des déchets de demain dont on ne pourra rien faire. Donc c'est vraiment une attention à la matière, plus qu'un dogme de dire, ok, tous les bâtiments qu'on va faire maintenant vont être en réemploi. Mais c'est plutôt se dire, je dois faire des bâtiments qui sont facilement démontables, qui sont majoritairement en matière biosourcée, et ainsi de suite. Donc ça, c'était important pour se dire que le réemploi est un outil pour concevoir, que ce soit en amont, en aval, mais pas forcément un dogme à appliquer tout le temps. Dans notre projet, on a peut-être vu qu'on a beaucoup utilisé la planche. C'était un peu le festival à la planche. Et c'est vrai que le festival à la planche, c'est pas que parce qu'on aime bien le bois, mais c'est aussi parce que la planche, on arrive vraiment bien à la réutiliser, notamment si on ne la coupe pas. Alors si on commence à la couper, ça devient plus compliqué, parce que les bâtiments deviennent de plus en plus petits. Mais en soi, si on aurait fait la même chose avec Lac Le Morey, par exemple, ça n'aurait été pas possible, je pense, sur 3 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame? Peut-être pour faire juste une remarque pour réencourager, parce que c'est un petit peu plombant quand même, parce que j'ai remarqué la question de bois. Non, mais moi je me suis retrouvée aussi confrontée dans un chantier de 1600 m² d'atelier d'artistes, on s'est retrouvé avec du bois et une norme à Genève qui tombait sur le taux de pollution qui est 10 fois supérieur à celui qu'on a à Paris. Et voilà, on a été tout d'un coup obligé de jeter des parois en bois vitré qu'on voulait récupérer. Et on s'est obstiné, on a dit bah non, on les ponce pas, et juste on les lessive et on les repeint, et c'est une histoire aussi de volonté, et ça a été possible. Il y a eu un moment de panique parce que ça nous est vraiment tombé sur le coin de nez, voilà, où tout le monde s'est dit bon, bah ma foi, il va falloir tout jeter. Puis il y a eu un moment aussi de responsabilité, on a dit bah non, finalement, on préfère, pourquoi pas, même s'il y a un risque de pollution, il n'est pas si grave que ça, faut pas non plus devenir paranoïaque, et finalement de mettre tout ça à la benne, c'est peut-être pire. Et puis juste une deuxième remarque, Alexander, tu parlais de Rotor, puis je pense que Julien pourra aussi le confirmer, en Belgique c'est quand même extraordinaire ce qu'ils font, et on n'est pas à partir d'un point zéro. Dans le catalogue, il y a Nicolas Scherer qui est interviewé, de Bruxelles Environnement, qui a plus ou moins à peu près le poste que vous avez. Il y a une réelle responsabilité politique chez les Belges aujourd'hui d'imposer le réemploi au niveau de la commande publique, et c'est possible. Il y a des architectes qui font aussi un monstre boulot, pas seulement un boulot de conception. Ici effectivement il y a des beaux projets, c'est joli etc, mais ils ont fait un boulot absolument rébarbatif de mettre en place des fiches, ce que vous n'avez pas voulu faire à un moment donné, mais ce que je peux comprendre. Et ça, d'une part, je voulais le saluer, d'autre part, pour ceux que ça intéresse, d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe chez eux, et ça donne beaucoup d'engouement, et c'est des gens qui sont prêts à partager aussi leur expérience. Il y a énormément de catalogues qui sont téléchargeables sur Internet, et qui sont des expériences qu'on peut réemployer. Les sites comme celui que vous essayez de créer en Belgique, ça fonctionne super bien, ici peut-être un peu différemment. Je pense que ça serait aussi intéressant de regarder comme ils font. Et voilà. Merci de ce témoignage. Je crois qu'il faut effectivement avant tout avoir envie, et puis transgresser certaines règles, parce que vos matériaux pollués, ils polluaient autant avant qu'on les réemploie que si on les fait vivre une deuxième fois.
mais il faut convaincre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc c'est possible à Lausanne, pas qu'en Belgique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Olivier? On a parlé de réemploi des matériaux, mais en fait, tout au début, vous avez montré une image avec la porte. Le premier réemploi, c'est de la laisser en place et puis de l'entretenir. Et puis c'est une des questions quand même importantes, c'est de savoir vraiment si on démolit, avant de démolir, se poser la question de pourquoi on le fait. Souvent ça a du sens, mais il y a quand même quelques fois où on peut se poser cette question. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a mis dans le bâtiment, avant de l'enlever, de la travailler, de remettre beaucoup d'énergie pour trier, pour des fois nettoyer, dépolluer, se poser la question quand même de travailler avec. Oui, je dirais que ça c'est bien évidemment c'est le préalable, et je rejoindrai ce qu'a dit Dominique aussi tout à l'heure sur la question du premier R qui est réduire. Donc là, pour nous, ce R-là dans l'architecture, c'est effectivement se dire réhabiliter les bâtiments, les transformer. Effectivement, notre travail s'est appliqué vraiment à la question de la matière, sachant que toute la question de la reconversion des bâtiments et de la retransformation des bâtiments, elle a déjà été beaucoup exploré, mais effectivement je vous rejoins, c'est bien évidemment il faut essayer de faire de modifier les bâtiments et de les adapter à des nouveaux usages. Donc là c'est les 3 R, Serge Latouche il parle de 8 R, donc effectivement il y a des... voilà, je pense qu'on est vraiment dans l'époque où il faut se dire qu'il faut travailler avec et pas travailler contre en jetant les choses. Oui, monsieur. Manciaras, Fondation Bayard, architecte à Genève. Et en fait, il est évident que nous avons ici un mouvement naissant, qui commence à prendre de l'élan, mais qui a, pour passer à l'âge adulte, disons, 2 écueils importants à avoir en tête. D'une part, les questions politiques, du rapport de politique avec les lobbies qui le soutiennent. Enfin, il faut être clair, là, nous avons pratiquement, l'ensemble de la construction, de l'économie de la construction est basée sur le nouveau, sur les cash flows, sur les marges énormes, dont une partie revient aux architectes, par exemple, en subventionnant une revue d'architecture. Il ne faut pas oublier que les revues d'architecture sont subventionnées par ceux qui font du neuf et pas du recyclé, en règle générale. Donc, ça, c'est une question qui, à mon avis, est importante. Je voudrais un peu vos pensées là-dessus. La deuxième, c'est une question philosophique. L'ensemble du XXe siècle est basé, le moderne, donc, est basé sur le nouveau. Der neue Mensch, l'esprit nouveau. L'ensemble de ce que nous avons vécu dans le XXe siècle était basé sur le dépassement du recyclé, parce que c'était en fait du salubre. On revient pas à la question technique, mais qui est aussi une question philosophique. L'homme nouveau a été renouvelé et rené grâce à cet essor de l'industrie et de la construction d'un espace nouveau, complètement, presque à partir d'une table rase. Sérieux, évidemment, nous avons ici une démonstration de la possibilité de réinventer une esthétique, une philosophie de l'esthétique à partir de recycler. Mais êtes-vous en position d'imaginer les principes de cette nouvelle ère du re? Oui, je vais faire un peu un jeu de mots un peu facile, mais disons le nouveau tel que vous venez de le définir, c'est aussi le passé. C'est-à-dire que c'est cette époque qui aura été finalement relativement courte, mais qui a des racines qui remontent à la modernité, fin 16e, début 17e, qui nous a fait croire en un monde infini, finalement, et dont les ressources étaient infinies, et quand les ressources ne l'étaient pas, on attendait de l'inventivité humaine, des techniques, finalement,
qu'elle surmonte le fini pour en faire quand même de l'infini. Or, ce que je vous ai montré sur l'Anthropocène, c'est le retour un peu dur du fini. Et donc, mais c'est vrai, là vous avez totalement raison, on voit bien aujourd'hui qu'on a dans la société deux tendances. Hein. On a celle qui vient d'être exprimée ce soir, et on a la tendance transhumaniste, etc., qui continue à nous faire croire qu'on va pouvoir surmonter toutes les limites, y compris notre propre finitude d'existence, hein, notre mortalité. Alors, ils n'imaginent pas qu'on va être immortel, parce que pour ça, il faudrait ne jamais être né, ce qui est techniquement difficile, mais en tout cas, différer sa propre mort. Et on voit qu'il y a ce conflit. Maintenant, si je regarde sur un plan plus économique et sur le substrat économique, ben, ces gens n'ont rien de solide à nous dire. C'est-à-dire qu'en fait, oui, tout ce qu'on sait, c'est qu'économiquement, je vous l'ai dit, la croissance, elle mange beaucoup d'énergie et elle mange de la matière. Et ça fait à peu près soixantaine d'années qu'on cherche un peu à découpler, on cherche le Graal, en tout cas au moins depuis les années 70, depuis plus de 40 ans maintenant, et rien encore aujourd'hui ne permet de dire qu'on peut y arriver, c'est plutôt l'inverse auquel on est obligé de se plier. Donc c'est sûr, il y a ce conflit, on voit bien, il y a vraiment un conflit de valeurs, un conflit de civilisation. Rarement peut-être on a eu une espèce de clivage aussi important dans la société. Alors, bon, c'est aussi une forme de pari et une forme de valeur, quoi, hein. C'est un choix de valeur au fond, parce que sur le plan strictement matériel, je peux toujours espérer qu'un jour je surmonterai et que j'ouvrirai à l'infini. Donc voilà, on est dans cette posture très très importante, mais vous avez raison, avec des politiques pour les raisons que vous avez indiquées, qui penchent plutôt de l'autre côté. Il suffit de voir le texte de la COP21, il n'y a pas tellement de doute. Hein. Donc voilà, on est dans ce conflit de valeurs aujourd'hui, sans qu'on sache comment les choses vont être tranchées. Chacun de nous ici doit faire son pari en fonction de son éthique, en quelque sorte. J'aimerais ajouter autre chose par rapport à ce que vous venez de dire. Bon, c'est vrai que quand on considère la problématique générale des ressources, c'est absolument effrayant. Et on a l'impression qu'on va dans le mur, quoi, ça c'est clair. Vous avez parlé de manifeste. Manifeste des modernes, manifeste du nouveau, etc. Quand Encore Heureux fait son pavillon sur la place de l'Hôtel de Ville, pour moi c'est un manifeste. Parce que finalement c'est un jeu. Hein, je veux dire, le pavillon que vous faites, c'est pas montrer une solution pour les prochaines grandes constructions d'ensemble d'habitations dans la région parisienne. C'est un manifeste, donc il y a un jeu. Et je crois que dans les nouveaux mouvements, dans les nouveaux développements de manière de voir les choses, bon, si on pense aux grands jardins du baroque qui ont introduit en fait une architecture, un urbanisme baroque aussi. On a commencé dans les jardins, où là, je sais pas, je m'aventure peut-être là un peu trop, mais aussi dans la description de New York avec les grands espaces d'aménagement de jeux qui existaient à Coney Island et qui ont inspiré ensuite l'architecture. Donc on commence d'abord par des choses qui n'ont peut-être pas d'implication, on peut être découragé, se dire bon, ben alors on fait des petits pavillons, on fait des petites choses comme ça. Finalement, on n'amène pas une solution à grande échelle, mais c'est par là qu'il faut commencer. Parce que là, il y a un effet boule de neige, je pense, qui peut déboucher sur une pratique qu'on a eue, qu'on a abandonnée maintenant il y a 150 ans. Je veux dire, j'ai eu une discussion avec la famille von Landen, qui est un démolisseur de la région lausannoise. Il m'a dit, mon arrière-grand-père, ils avaient leur dépôt, je crois, au Flon, et ils avaient absolument tous les matériaux en 1850. Ensuite, son grand-père s'est limité aux pierres de taille, ensuite, et quelques poutres. Et puis son père, finalement, il y avait quelques WC, etc. Et lui, il a dit, maintenant c'est fini. Moi, je ne le fais plus. Donc, mais je veux dire, ça veut dire qu'il existait vraiment une pratique, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, et qu'on va retrouver quelque chose, certainement, mais on passe par d'abord le jeu d'une certaine manière. Je pense qu'on peut très bien l'accepter. Sinon, on se plombe complètement.
Juste sur cette question du politique et effectivement du lobby, je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais en tout cas, on a ressenti une écoute des politiques sur cette question-là, notamment quand ils ont compris qu'effectivement l'emploi était aussi lié à ça et qu'effectivement, c'est dit dans un des textes de l'expo, mais la question de mettre en décharge, effectivement, ça demande 3 personnes pour gérer une tonne à mettre en décharge, alors que pour la trier et pour la remettre dans le circuit, qu'il soit réemploi, réutilisation ou autre, c'est effectivement ça demande énormément de travail, donc d'emploi. Donc ça, effectivement, c'est un discours qu'ils peuvent entendre, et surtout, c'est des emplois non délocalisables, parce que déconstruire les bâtiments, effectivement, ça demande beaucoup plus de temps et de soins et d'intelligence que de démolir les bâtiments. Donc moi, j'y vois effectivement là peut-être une ouverture. Après, effectivement, pour avoir travaillé aussi pour des grands groupes de matériaux de construction qui distribuent, qui produisent des matériaux, effectivement, cette question est un peu lointaine. Mais malgré tout, ils se rendent compte aussi que promouvoir les filières de matériaux de réemploi, ça ne veut pas dire tuer leur filière de matériaux neufs, bien au contraire. Et c'est peut-être parce qu'on pourra construire avec des matériaux de réemploi et donc peut-être à un coût un peu inférieur qu'on pourra aussi utiliser des matériaux neufs. Donc souvent cette articulation elle se fait. Mais effectivement ils sont quand même plutôt pas forcément les plus moteurs. Ok, merci pour vos interventions. Je crois que ça pose vraiment le défi de la société de demain, parce qu'effectivement, je crois que si nous avons voulu faire cette exposition, c'est pour vous faire envie, montrer que c'est possible de faire de l'architecture avec du réemploi, et il ne faut pas qu'effectivement les filières soient concurrentes les unes avec les autres. C'est que par une politique, je pense, des petits pas, qu'on arrivera à inverser la tendance. Je pense que c'est aussi le rôle des maîtres d'ouvrage publics de montrer l'exemple. Je crois que le canton de Vaud, depuis plusieurs années, prône l'exemplarité. On va peut-être relever le défi d'un nouveau bâtiment, effectivement du réemploi, ce qu'on n'aura jamais fait à grande échelle, comme le bâtiment du Parlement qu'on voit là-bas. Le Parlement de Vaudois ne sera pas comme ça. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des défis toujours à relever. Je vous propose d'interrompre le débat ici, parce qu'on aura toujours l'occasion de prolonger. Il y a le verre d'amitié qui nous attend derrière le panneau. Je terminerai avec trois annonces. Je vous ai parlé en introduction qu'il y aurait effectivement un complément d'une exposition vendredi. Dans le cadre de la planification de la démolition en fait, du musée olympique, il y a le professeur Fröhlich de l'ENAC qui fait actuellement un atelier avec des étudiants. Ils vont montrer le résultat de leur travail dans une exposition qui sera en fait présentée vendredi soir, le 5 février, dans la salle qui est juste ici à côté. La semaine prochaine, le jeudi 11, le groupe professionnel des architectes de Suisse occidentale fait une exposition qui s'appelle « De la théorie à la pratique » avec un vernissage qui a lieu ici jeudi 11 février à 19h. Je terminerai par un coup de pub. Donc effectivement, l'exposition que vous voyez ici a un catalogue. Nous avons fait venir un nombre restreint d'exemplaires. Vous êtes beaucoup plus nombreux qu'il y a d'exemplaires à l'entrée. Vous pouvez certainement effectivement faire probablement une commande si vous voulez garder effectivement un souvenir de la richesse de ce qui est présenté en fait dans cette salle. Je tiens encore à remercier sincèrement en fait nos 4 conférenciers pour leur présentation, le débat, les échanges qu'on a eus ensemble, et puis bonne suite au prochain débat Urbanité. Voilà, bonne soirée.